Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Sous le dôme, les esprits s'échauffent. Question de langue, question de mots. L'urgence est de fédérer une nation autour de sa langue en perpétuel mouvement. Vous l'avez peut-être compris. Franck vous propose aujourd'hui sur Europe 1 une émission exceptionnelle depuis l'Académie française. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. On célèbre cette année, vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous le dire, le 400e anniversaire de la naissance du grand architecte Louis Le Vau. Eh bien, c'est au cœur même du plus pur des chefs-d'œuvre de Louis Le Vau, de ce maître du grand siècle, que nous nous retrouvons au cœur du palais de l'Institut de France, cet ancien collège des 4 nations fondé par Mazarin et qui abrite les 5 académies, dont celle qui nous reçoit aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, l'Académie française. Le duc de Castres l'appelait la vieille dame du quai Conti. Eh bien, je peux vous dire qu'à plus de 375 ans maintenant, 378, l'Académie française aborde le 21e siècle bon pied, bon oeil. Dans un instant, nous allons pénétrer sous la plus illustre des coupoles du monde, cette coupole qui suffit à désigner l'Académie elle-même. Nous y sommes reçus par celle qui, depuis l'an 2000, en assume maintenant la représentation et la direction, par le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Madame Hélène Carrère-Dancos. Merci beaucoup, Madame, de nous recevoir dans cet endroit magnifique. Vous êtes ici, chaque jour, à même de mesurer le talent de Louis Le Vau. Oui, et dans le palais qu'on appelle le palais Mazarin, bien que Mazarin n'ait pas pu l'admirer puisqu'il était mort lorsqu'il a été fini. Et je voudrais préciser que ce palais voisine avec le palais de la Monnaie construit par Antoine et qu'il y a déjà là une curiosité car ces deux palais qui sont côte à côte sont construits de telle façon qu'ils ne se voient pas. Oui, c'est curieux. C'est une curiosité. Chacun est replié sur soi en quelque Exactement. sorte. Oui. Le palais de l'Institut, le palais Mazarin, a une autre particularité. C'est pratiquement l'édifice historique de Paris le plus pur, celui qui n'a pas été trafiqué. Il est, comme on dit, comme disent les antiquaires, dans son jus. Et ça aussi, c'est très important. Quand on voit le Louvre en face, on ne sait plus quelles sont les parties du Louvre qui sont d'origine. Ici, il n'y a pas un morceau de mur qui ne soit pas d'origine. Alors, je suis ravi qu'on puisse commencer cette émission sous un ciel clément qui nous permet donc d'apprécier cette cour intérieure de ce palais Mazarin. Il faut imaginer de grands frontons avec des avant-corps qui avancent de part et d'autre sur la cour, qui sont rythmés de grandes arcatures superbes en plein cintre avec des perrons qui doivent faire une dizaine de marches à peu près. Alors nous sommes sur celui qui est le plus à l'ouest et nous allons entrer en votre compagnie dans cet endroit tellement mythique sous la coupole de ce collège des 4 nations. Oui, et en tournant le dos à l'autre partie, où se trouve la bibliothèque Mazarine, héritage de Mazarin, parce qu'il faut le dire, la Mazarin a non seulement légué à la France ce palais, mais il a légué sa bibliothèque qui était d'une des plus belles bibliothèques du monde. C'est une pure merveille, oui, aussi bien pour ce qui est de la qualité du fond que pour ce qui est du décor, car vraiment c'est d'une grande harmonie. Si vous permettez, je vais faire une chose terrible, mais pour ouvrir la porte, je vais passer devant vous, voilà, et nous entrons donc sous la coupole de ce palais Mazarin. C'est ici qu'ont lieu les séances plénières, les séances solennelles de toutes les académies et notamment de l'Académie française. Ça, c'est le lieu où l'Académie française reçoit tous ses membres, où elle tient séance solennelle aussi. Alors on voit donc sous cette coupole qui est de forme oblongue, d'ailleurs, elle est ovale en fait. Elle est très intéressante, elle est ovale à l'intérieur et ronde à l'extérieur. C'est un miracle d'architecture. Et ça aussi, ça encore un témoignage du génie de Le Vau. Ah oui, le génie de ce Le Vau. Alors nous arrivons là à la tribune, puisque ça donne de plein pied avec l'entrée. Et nous sommes donc là. Vous avez le fauteuil du président de séance. Non, absolument pas. Non, justement pas. Je suis le secrétaire perpétuel. Les gens croient que le secrétaire perpétuel, c'est le chef. Pas du tout, le secrétaire perpétuel. L'Académie est une académie d'égaux. C'est la seule académie où tous les membres sont égaux, car dans les autres, il y a des membres de diverses catégories. Il y a des correspondants, de tout ce que l'on voudra. Ça n'existe pas, l'Académie française. Et étant une académie d'égaux, je suis l'égal des autres.
Et je suis à leur service. La preuve, c'est qu'il y a un fauteuil, c'est celui du président de séance qui n'est jamais le secrétaire perpétuel. Moi, j'ai une chaise à gauche, modestement. Alors, sous la coupole elle-même, il y a donc un hémicycle de fauteuils verts pour les membres de l'Académie, pour les académiciens, et puis le public sur un hémicycle en face de fauteuils gris. Oui, alors il faut dire que cette coupole, c'était la chapelle du Collège des Quatre Nations. Ça n'était pas du tout destiné à écouter des discours, c'était la chapelle. Et vous avez là, il aurait dû y avoir le tombeau de Mazarin. Il ne se trouve pas là, mais cette chapelle a été transformée à l'époque de la Révolution. Et Napoléon a donné ce palais magnifique à l'Institut qui reconstituait les académies sans le dire. Nous vous retrouvons dans un instant, Madame Carrère d'Ancos, si vous le permettez, pour évoquer l'histoire extraordinaire de cette Académie française. Un extrait sur Europe 1 de la symphonie en ré mineur d'Henri-Joseph Rigel. Et nous retrouvons Franck qui nous fait cet après-midi la visite, s'il vous plaît, de l'Académie française. Oui, Julia, nous nous retrouvons sous la coupole de ce Collège des Quatre Nations, de ce palais Mazarin, où siège l'Académie française, et nous sommes en compagnie du secrétaire perpétuel de l'Académie française, de Madame Carrère d'Ancos. Vous venez vous-même de publier chez Fayard une sorte de biographie de l'Académie française. C'est un récit tout à fait haletant et qui s'appelle « Des siècles d'immortalité ». Vous nous montrez qu'en fait, cette institution n'a pas toujours coulé des jours paisibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, elle a même eu une histoire assez dramatique. Je dirais que c'est un roman à rebondissement. Elle a eu d'abord, à sa création, elle a eu une histoire assez troublante du point de vue matériel, car elle a été inventée par le cardinal de Richelieu, qui n'avait peut-être pas l'idée de fonder une institution aussi clairement académique, mais qui avait entendu dire par un homme qui lui servait un peu de plume qu'il y avait un groupe de lettrés qui se réunissait dans l'hôtel particulier d'un homme qui s'appelait Conrart. Et ces gens se réunissaient d'ailleurs secrètement, ils ne voulaient pas que ça soit public. Et ils discutaient de vos Et c'était d'ailleurs la troisième de ces académies secrètes. Il y en avait déjà eu une première Exactement. sous Charles IX et une autre sous Henri III qui n'avait pas duré, en fait. Elle n'avait pas duré, et au contraire, celle de Valentin Conrart. De Valentin Conrart et de Richelieu va durer. Alors Richelieu avait entendu ça. Je pense que d'une part, il avait compris qu'un cardinal de l'Église romaine, pour avoir plus que pignon sur rue, il n'était pas très populaire tout de même, qu'il gagnerait à avoir sa propre académie. C'est la première raison pour laquelle il a mis sous son contrôle cette académie. Il aimait bien avoir, d'une façon générale, son petit monde sous la main, Richelieu. Oui. Il aimait bien contrôler les choses et qu'elles lui appartiennent. Oui, et puis cette notion de beaux esprits dans son entourage était très importante. Mais la seconde raison, c'était un homme d'État. Et il était hanté, comme le roi de France, comme l'avait été François Ier, par le fait que la France était un pays dont l'unité n'était pas achevée. Et il a très bien compris qu'une telle institution, qui aurait la langue pour tâche, pourrait unifier un pays qui était complètement décomposé en parlers différents, en groupes totalement différents, avec cette particularité que depuis François Ier, le français avait été imposé comme langue, non pas de la Villers-Cotterêts, non pas de tout le monde, mais langue de la justice principalement et des actes administratifs. De là, il fallait passer à l'expansion du français. Et c'est de cela qu'il a chargé l'Académie française. C'est donc une mission qu'a l'Académie française. Est-ce qu'elle a conservé cette mission à travers les siècles? Est-ce que depuis sa fondation en 1634, cette mission est restée la principale raison d'être de cette Académie? C'est dans ses statuts. Elle est chargée de la langue française. Donc, elle ne peut pas y déroger. Mais je voudrais dire tout de même quelque chose d'important, parce que vous avez parlé de son destin compliqué. Pour conserver une mission, il faut que les conditions s'y prêtent. Or, Richelieu, qui avait très bien compris combien un tel instrument était difficile à manier, avait dit à ces gens qu'il prenait sous son contrôle: vous serez 40, mais choisissez vos compagnons, vous serez indépendants. Donc la cooptation, en quelque sorte. La cooptation, vous ferez vos statuts, mais il avait ajouté, comme signe d'indépendance, je ne vous subventionnerai pas. Et cette académie s'est retrouvée à l'origine une académie de SDF. Elle avait celui qui la recevait, celui qui avait rassemblé le groupe, Valentin Conrart, qui sur ses entrefaites s'est marié, est parti en voyage de noces et a dit à ses amis:
allez où vous Débrouillez-vous. voulez, mais je ne peux plus vous loger. Donc les académiciens, cette petite académie s'est déplacée d'un endroit à un autre. Et ce que je voudrais souligner, c'est que l'académie, vous avez évoqué les longs siècles de son existence, elle a gardé à travers les siècles la mission de la langue française, première chose, l'indépendance inscrite dans ses statuts et les statuts élaborés en 1635, qui ont été complétés en 1752 sous Louis XV, mais qui ne faisaient que compléter le texte de 1635, repris en 1816, et elle vit aujourd'hui sur ces textes. Elle a gardé le même nombre de membres à travers les siècles. Toujours 40. Le principe de l'égalité, c'est-à-dire c'est la seule académie qui n'est pas de membres étrangers, pas de correspondants, pas d'honoraires, précisément. Donc pas d'hiérarchie, tout le monde au même pour niveau. que tout le monde soit au même niveau. Elle a gardé la même tâche. La langue française, c'est la confection du dictionnaire. Nous parlerons tout à l'heure, en compagnie de Florence Delay, justement de la commission du dictionnaire, de son travail et de ce qu'on fait dans cette commission. Donc, si vous voulez, il y a une continuité académique, mais à partir de là, eh bien, elle a eu à se confronter au monde dans lequel elle était. Et là, elle a varié d'une façon extraordinaire, car elle a été l'indépendance qu'on lui avait conférée. Pour elle, c'était indépendance à l'égard du pouvoir. Ça n'était pas simple au XVIIe siècle ni au XVIIIe. Elle va acquérir une indépendance politique, alors qu'elle conservera pour le reste des temps. Nous allons, si vous le voulez bien, Madame Carandancos, quitter cette coupole et nous diriger vers la bibliothèque où nous attend le professeur Pouliquen. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous sommes précisément au cœur de l'histoire de l'Académie française cet après-midi sur Europe 1 et nous baissons un peu la voix, cher Franck, puisque vous vous trouvez maintenant dans la bibliothèque de ce site magnifique. Nous changeons d'atmosphère, Julia. Nous sommes maintenant donc dans la bibliothèque des académiciens, je précise bien. Nous ne sommes pas dans la bibliothèque Mazarine, par ailleurs, qui est une très belle bibliothèque du même palais. Mais là, c'est vraiment la bibliothèque où étudient de façon très studieuse les membres de l'académie. Alors, nous étions avec Madame Carrère-Dancos, nous en étions restés au tout début, à la fondation de l'académie et à sa mission. Vous nous avez expliqué, Madame, qu'en fait, l'Académie est restée à travers les décennies et les siècles fidèle à ses premières missions. Quand Richelieu vient à mourir, évidemment, l'Académie est en danger. Celui qui va la sauver, si l'on peut dire, c'est Vincent Voiture. Il faut pas l'oublier, il faut lui rendre hommage. Il est très bien en cours auprès de la régente Anne d'Autriche, et c'est Anne d'Autriche, du reste, qui va, la première, héberger l'Académie. Honnêtement, ce qui assoit une fois pour toutes, et pour des siècles, disons-le, l'autorité, le prestige de l'Académie française, c'est que sous Louis XIV se retrouvent appelés à y siéger côte à côte Corneille, Racine, La Fontaine, Boileau, La Bruyère, Bossuet, Perrault, Fénelon, on a envie de dire, et qui d'autres. C'est tout à fait extraordinaire. L'Académie ne va plus connaître de vrais dangers jusqu'à la Révolution. En 1790, on charge Mirabeau d'un rapport sur son utilité. On commence à se poser des questions et les heures sombres viennent après la chute de la monarchie en 1792 et surtout au moment de la Terreur en 1793. Nous retrouvons le professeur Pouliquen de l'Académie française dans cette bibliothèque. C'était une période très dure et ça a été la fin du premier chapitre de l'Académie, professeur. Une fin pathétique. Il est vrai que Mirabeau n'eut pas un très beau rôle. Avec l'aide de Chamfort, qui était un homme particulièrement virulent à l'époque, ils ont fait une attaque contre l'Académie qui était extrêmement virulente. Mais la mort de Mirabeau, finalement, a mis fin à cette attaque. Et puis, il y avait beaucoup d'autres problèmes dans la Révolution. Et c'est surtout dans les années 93, c'est-à-dire après la chute de la royauté, que s'est reposé le problème de l'existence et de l'utilité de l'Académie. Et pour des révolutionnaires, l'Académie, après tout, ça n'avait surtout, la traduction de l'Ancien Régime, et en réalité, elle ne semblait plus nécessaire. Et il est assez curieux d'ailleurs que chaque fois qu'il y a eu des mouvements de tendance révolutionnaire, on s'est interrogé sur la valeur, sur la nécessité d'une académie. Et il est vrai que ce qui devait arriver est arrivé. Il faut dire que l'académie entre 91, 92, 93 était... Elle était là, hein. Oui, elle était assez peu fréquentée. Et lorsqu'on voit...
on consulte les bulletins de présence, on s'aperçoit que très rapidement, les oppositions politiques entre les académiciens créent une fragilité de cette académie qui, finalement, va être dissoute en juin 93. Que se passe-t-il d'un point de vue très concret Alors là, je pense que Mme Carrère-Dancause vous en dirait aussi beaucoup de précisions sur le rôle de l'abbé Morellet. L'abbé Morellet, c'est lui qui a sauvé l'Académie. Il a été chargé d'assurer la clôture des travaux académiques. Et il avait pour chancelier Vicq d'Azir, le médecin de Marie-Antoinette, qui lui était terrorisé à l'époque et qui a été un chancelier, je dirais, très lâche et qui a laissé Morellet tout faire. Et Morellet a sauvé les archives, a sauvé les tableaux. Il y aurait un ouvrage, vous me donnez une idée, il y aurait un ouvrage à écrire sur l'ensemble de ces figures qui, chacune, à sa place, ont maintenu un certain nombre d'institutions françaises. Je pense à la famille des jardiniers Richard à Versailles, qui a littéralement sauvé le parc de Versailles. Il y a ces gens comme ça qui, sur leurs frêles épaules, tenaient des institutions pendant les années difficiles. Quelques personnes qui ont sauvé. Et puis après, tout redémarre. Après, tout va redémarrer. Mais tout va redémarrer. Il y a à l'Institut, lorsque Bonaparte recrée l'Institut, là seront constituées 3 classes. Une classe de sciences, une classe de lettres et une classe de sciences morales et politiques. Ça fait moins rêver, dit comme ça. Ça fait moins rêver, et il faut dire que cet institut est occupé par ceux qu'on appelle les idéologues, auxquels je suis très attaché, et qui vont conditionner à la fois le directoire, la pensée du directoire, mettre en place Bonaparte, et occuper essentiellement dans l'institut la classe des sciences morales et politiques. Ils ont donné des idées à Bonaparte qui les applique, mais il voudrait en faire davantage et Bonaparte se fâche. Et là, on va y retrouver une part de ces idéologues qui vont être confrontés aux anciens membres de l'Académie française, dont l'abbé Morellet. Et il va y avoir là une friction et 2 classes telles que Cabanis, qui faisait partie des idéologues et qui s'était fâché avec Morellet, va être considéré par Morellet comme un intrus qui vient dans cette académie où il n'a rien à faire, puisqu'il n'a pas été élu, de même que Chénier, de même que Lucien Bonaparte, que Volney, etc. Et donc il y a une académie bâtarde et qui ne porte pas le nom d'Académie française. Et pourtant, Morellet va voir Bonaparte et lui dit « il faut reconstituer l'Académie française ». Et Bonaparte ne l'accepte pas, il ne l'acceptera pas, et c'est sous Louis XVIII ensuite, évidemment, que sera reconstituée l'Académie. Mais c'est ainsi toutes les vicissitudes de l'Académie française pendant cette période révolutionnaire. Nous allons poursuivre évidemment l'histoire de l'Académie. Dites-nous un mot de cette bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons. Vous venez y travailler vous-même, professeur ? Oui. Personnellement, oui, j'aime beaucoup y venir, et c'est un grand privilège, parce que il suffit de solliciter tel ouvrage pour qu'on le retrouve 3 jours après sur la table, et on a aussi la permission de l'emmener chez soi, de travailler d'une façon très, très agréable. Et je dois dire que c'est un lieu, ça fait partie des grands privilèges, si vous voulez, de notre situation d'académicien. Alors là, dans une galerie en supplément de bibliothèque qui ouvre par de superbes verrières sur cette cour intérieure où nous étions tout à l'heure pour commencer cette émission, nous avons une sorte d'étal de grande table sur laquelle sont présentés tous les ouvrages des membres de l'Institut. Oui, c'est exactement ça. Et ce sont les ouvrages qui paraissent semaine après semaine. Et regardez cette grande quantité d'ouvrages qui sont passionnants d'ailleurs. Et quand on vient dans cette bibliothèque, on passe toujours autour de cette table et on consulte et on regrette de ne pas avoir le temps suffisant pour tous les lire. Et oui, quel incroyable concours de talent que cet Institut de France. Nous allons justement venir dans un instant à la variété des membres de l'Académie française. Vous-même êtes professeur en médecine, vous êtes ophtalmologue, et vous représentez un peu les sciences dans cette compagnie. Il faut remarquer que dès la création de l'Académie, il y a Curot-Lachambre qui était un médecin qui a fait partie de la première Académie. Et ce médecin qui a eu le courage d'écrire ses livres en français, non plus en latin, était donc dans la tradition de l'Académie française. Et puis après, il y a eu un grand vide, puisque c'est seulement Vicq d'Azir qui est le second médecin, et Vicq d'Azir, c'est 1778. Alors vous voyez qu'il y a eu quand même plus d'un siècle et demi sans médecin. Et après, régulièrement, il y a eu des médecins. Après Vicq d'Azir, il y a eu Cabanis. Après Cabanis, on va retrouver Littré, un médecin qualifié, mais non pas n'exerçant son talent que dans le dictionnaire. Et puis ensuite Duhamel, et puis ce qui est assez, et puis plus récemment bien sûr M. Burger, M. Delay, M. Jean Bernard, et ce qui est
intéressant, c'est que le premier chirurgien fut Mondor. Et le second... Très tard, donc. Très tard. Et moi, le second. Eh oui. Ça veut dire que l'Académie française, comme la France, a considéré que les chirurgiens étaient des barbiers pendant très longtemps. Les héritiers des chirurgiens barbiers. Des barbiers pendant très longtemps et ne méritaient pas tout de même de fréquenter ceux qui avaient la science, qui avaient en quelque sorte le talent, alors que nous avions les mains dans le sang. Si vous le voulez bien, nous n'allons pas déranger plus longtemps les lecteurs qui sont en train de travailler dans cette bibliothèque. Nous regagnons le salon de conversation. Nous vous retrouvons aussitôt après la publicité. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Franck qui côtoie les immortels aujourd'hui sur Europe 1. Et cher Franck, on me dit dans le casque que vous êtes fort à votre aise au sein de l'Académie française. Pour tout vous dire, Julia, j'ai un peu honte parce que nous nous sommes installés presque comme chez nous. Nous avons installé les calicots européens, les micros, etc. Nous sommes dans une galerie qui relie le vestibule haut à la grande salle de séance de l'Institut, dans ce qu'on appelle le salon de conversation, où nous retrouvons Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Votre ouvrage chez Fayard s'appelle « Des siècles d'immortalité ». Et on appelle, c'est la tradition, les académiciens des immortels. Et ça fait forcément penser à la vacherie d'Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac. Vous savez, au premier acte, le jeune homme demande « L'Académie est là ?» et son bourgeois de père lui répond « Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boissat, Écureau de la Chambre, Porchère, Colombie, Bouzès, Bourdon, Arbeau, tous ces noms dont pas un ne mourra, que c'est beau. » dit-il. Oui, évidemment, un certain nombre de ces noms nous ont échappé depuis. Il y a sur chaque fauteuil, puisque chaque fauteuil a son numéro et la liste de ses occupants, la généalogie, il y a des noms extrêmement prestigieux. Vous vous êtes assis donc au 14e fauteuil qui a été celui de Corneille, de Victor Hugo, et puis il y a du Maréchal Lyotet, de Lecomte de Lille. Moi, j'ai un fauteuil très bien occupé. Et puis il y a bien sûr des gens moins connus, forcément. Oui. Mais vous savez, et ça entraîne évidemment les plaisanteries sur l'Académie. D'ailleurs, je voudrais dire que l'Académie a été l'objet de quolibets depuis les débuts. Pratiquement à la naissance, il y a eu la comédie des académistes. Il y a toujours eu... et puis c'est la jalousie qui veut ça, peut-être. Et l'habit vert, tout de même. Oui, très belle et l'auteur pièce, de l'habit vert, alors qu'il avait écrit l'habit vert, a été élu à l'Académie française. Ce qui prouve que l'Académie n'est pas rancunière et que ça s'en amuse. Ou alors qu'elle a un sens particulier de la vengeance. Non, c'est d'un sens particulier de l'humour, parce qu'il était très heureux d'être élu. Puis on n'élit pas les gens contre leur gré, je voudrais vous le dire tout de suite. Ça, c'est vrai. Depuis le XVIIe siècle, l'Académie est obligée de s'assurer de la volonté de celui qu'elle va élire d'être élu. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que dans toute institution, quand quelqu'un est nommé ou élu, il y a un décret ou un arrêté, c'est-à-dire un acte public qui constate ça. L'Académie française est la seule institution où l'élection était annoncée au roi, est annoncée maintenant au chef de l'État. On signe une lettre pour lui annoncer. Ensuite, il doit voir le nouvel élu. Tant qu'il ne l'a pas vu, il est dans les nuages. Et une fois qu'il l'a vu, c'est la reconnaissance de son statut d'académicien. Et c'est aussi Louis XIV, sur les instances de Colbert, qui a décidé que l'Académie devait être logée au Louvre. Et à partir de ce moment-là, elle y est restée jusqu'à la Révolution française, jusqu'au moment où elle en a été chassée. Alors, certains ont voulu être élus. Je pense à Zola, par exemple, qui s'est présenté un nombre incalculable de fois et qui a toujours été recalé à l'entrée. Et il a été battu pour une raison extrêmement triste. C'est aussi le cas de Balzac. Balzac est mort jeune, on peut comprendre quand même. Non, oui, mais la vérité, c'est qu'il s'est présenté. Et un jour, il a eu 2 voix en tout et pour tout. Victor Hugo s'acharnait pourtant à le faire élire. Les académiciens ont craint, dans le cas de Zola, qu'il n'aille en prison pour pornographie, car à l'époque, il était considéré comme un véritable pornographe. Et dans le cas de Balzac, ils ont craint qu'il n'aille en prison pour dette. On a eu le même problème avec Baudelaire aussi. C'était Oui, mais Baudelaire, d'ailleurs, a fait une tentative. Il a fait une enquête auprès de l'Académie, comme Verlaine. C'est très intéressant de voir que des écrivains qu'on pouvait juger comme peu académiques ont tout de même été tentés. André Gide, de la même façon, a fait approcher l'Académie pour savoir comment ce serait compris. Et il y a ce qui s'appelle le 41e fauteuil. Voilà, c'est Arsène Housset qui a inventé cette expression. Exactement, ceux qui n'ont pas été élus. Voilà. Et alors, très légèrement, on dit, il y a eu Marcel Proust. Mais c'est la même chose, Proust est mort assez jeune quand même. Très très jeune. Oui. Et il n'avait publié que le premier tome de La Recherche du temps perdu, la guerre est arrivée. Il n'était matériellement pas possible. Dans beaucoup de cas, on ne pouvait pas. Bon, il y a des gens qui ont été manqués. Molière n'a pas été de l'Académie. On peut dire que c'est une des tragédies de l'Académie. Mais c'était un comédien. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je passe mon temps depuis tant d'années à expliquer que Molière est un grand homme de théâtre, mais sûrement pas un très grand écrivain. Donc ça, c'est un autre sujet. Les hommes de théâtre auraient eu leur place aussi. Simplement, je vous rappelle qu'on n'enterrait pas ils jouaient ces pièces, on n'enterrait pas en terre
chrétienne, et par conséquent, l'Académie n'a pas pensé à élire Molière. Mais le nombre de grands noms qui n'ont pas fait partie de l'Académie n'est pas tout à fait si grand qu'on le dit. Est-ce que certains étaient opposés par principe? Est-ce qu'on connaît des auteurs qui n'ont pas voulu, ou des personnalités qui n'ont pas voulu entrer à l'Académie? Oui, il y a eu des personnalités qui n'ont pas voulu entrer. D'ailleurs, d'abord, les Goncourt ont été des adversaires de l'Académie, et ils ont fondé l'Académie Goncourt contre l'Académie française, oui. une sorte de contre-académie avec une clause que tout membre de l'Académie de Goncourt ne pouvait jamais entrer à l'Académie française, ne pouvait pas se faire le moindre geste en direction de l'Académie française. De la même façon, la NRF a été longtemps un adversaire de l'Académie. On la regardait d'un mauvais œil. Nous avons vu tout à l'heure... Oui, bien sûr. Nous avons vu avec le professeur Pouliquin qu'il n'y avait pas que des romanciers ou des écrivains à l'Académie. C'est un cénacle, une compagnie de personnalités éminentes dans toutes sortes de domaines. De beaux esprits, c'est ça qu'on dit. Voilà. Et d'ailleurs, le principe de l'Académie, comme elle devait faire un dictionnaire, ça n'était pas une compagnie de grammairiens non plus. C'est que des esprits venus de tous les horizons puissent apporter leur témoignage et contribuer à la connaissance de la langue dans leur domaine. Alors cela dit, il y a eu toute une période, c'est-à-dire en gros la fin du XVIIe siècle et la moitié du XVIIIe, où elle a été très largement peuplée d'hommes d'église, puisqu'à un moment donné, il y avait 24 robes, 24 ecclésiastiques sur 40 académiciens. Mais pour une bonne raison, les cadets de famille allaient dans l'église où avait des évêchés. Il y avait aussi des militaires. Ça reflétait la société qui était la société de cour, très largement. Exactement. Est-ce que tout cela a changé me permettez de lire la définition de l'Académie idéale telle que la voyait Paul Valéry? Un îlot, écrivait-il, où se conserverait le souci du meilleur de la culture humaine. Ce centre d'observation, de réflexion composée et de prévision exercerait une action indéfinissable mais constante, une sorte de conscience éminente veillant sur la cité. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et sur Europe 1, nous reprenons la direction de l'Institut de France où Franck nous sert de guide aujourd'hui. Je continue de vous expliquer où nous sommes exactement, Julia. Là, nous quittons le fameux salon où nous étions, où nous parlions avec Madame Carrère-Dancos, et nous entrons dans la grande salle des séances de l'Institut. Alors ça n'est pas l'endroit où siège votre académie. Non, c'est la salle de toutes les autres académies. D'abord, vous voyez, il y a beaucoup de places. Et toutes les autres académies ont des invités, alors que l'Académie française siège à huis clos. Alors, c'est la raison pour laquelle vous voyez des banquettes. Voilà. On peut ajouter des auditeurs. C'est une très grande salle peuplée de bustes et de statues. Elle est dans les tons de bois naturel, à capucine, comme on dit, et puis de velours vert. Et de portraits dans le haut. Et vous avez Molière, vous avez Corneille qui lui fait face, La Fontaine. C'est-à-dire que l'histoire littéraire, l'histoire intellectuelle de la France y tient une place considérable. Alors, nous parlions de périodes difficiles pour l'Académie française. Il y a eu évidemment celle de la Révolution, mais il faut surtout citer celle de l'occupation, qui est un des chapitres importants de votre livre et sur laquelle vous rectifiez un certain nombre d'idées fausses. Oui, parce que l'idée générale, c'est que le maréchal Pétain, ayant été élu à l'Académie française... Il était membre de l'Académie, oui. Il avait été élu avant la guerre. Oui, bien sûr, oui. Et ça faisait partie des maréchaux, de la série des maréchaux de la guerre de 14. Et l'idée couramment reçue, c'est que c'était une académie de collaborateurs. Puisque le maréchal Pétain était là, qu'il y avait aussi, parmi les membres de l'Académie, le général Végan, 2 grands collaborateurs notoires, Abel Bonnard et Abel Herman, mais bon, c'est tout. Alors, les choses se sont passées d'une façon très intéressante, parce que c'est vrai que l'Académie aurait pu être tentée de jouer un rôle. Non. D'autant que le maréchal Pétain, chef de l'État, était son protecteur. Et logiquement, il fallait avoir des rapports avec lui, ne serait-ce que pour faire entériner les élections. Alors l'Académie a décidé de ne pas élire, pour ne pas avoir à présenter le nouvel élu au maréchal Pétain. C'est une décision très courageuse. Vous savez, c'est vraiment, quand on parle de la résistance, est-ce que c'est pas de la résistance, ça ? Elle a décidé de n'avoir pas de rapport avec Vichy. Et c'était d'autant plus compliqué que le secrétaire perpétuel au début de l'occupation, c'est un homme de très grand talent, André Belsorg, un grand critique et un grand professeur, mais qui, lui, était plutôt vichysois. Il est mort en 1942, il a été remplacé par Georges Duhamel. Et alors, l'histoire, je dirais telle qu'on la raconte, c'est l'histoire de François Mauriac qui tient à bout de bras l'Académie et l'empêche de tomber dans la collaboration. Bon, ça a été entretenu soigneusement. Alors, c'est vrai qu'il a joué un rôle, mais la vérité, c'est beaucoup plus humblement que Georges Duhamel, secrétaire perpétuel non officiel, c'est-à-dire, là aussi, un secrétaire perpétuel doit être adoubé par le chef de l'État. Donc, il était secrétaire perpétuel provisoire. Et il a tenu une académie à bout de bras. Et en 1944, à la fin de la guerre,
Enfin, quand l'occupation s'achève, la question a été que va dire le général de Gaulle, car le général de Gaulle était très intransigeant. Il y avait des pressions très fortes qui venaient du Comité national des écrivains, tout cela qui était, je dirais, rempli de communistes et qui faisait pression pour la suppression de l'Académie. C'était le grand mot d'ordre, comme il fallait supprimer toutes les institutions. Et Duhamel a pris son courage à deux mains, il est allé chez le général de Gaulle, il a commencé par faire des élections sans quorum, ce qui était tout à fait irrégulier, pour créer une situation de fait, parce qu'il avait très peur que le général de Gaulle impose, comme on lui demandait, des résistants. Il a fait des élections sans quorum, il est allé chez le général de Gaulle, et il lui a dit, voilà. Soumettre les élus, lui raconter ça, et expliquer ce qu'a été la vie de l'Académie. Et comme le général de Gaulle avait un très grand sens des institutions, il a pris ça très bien. Alors, Duhamel lui a demandé s'il voulait entrer à l'Académie. Et là, le général de Gaulle a répondu qu'il n'en était pas question, qu'il était le protecteur de fait, et que par conséquent, il n'avait rien à faire dans l'Académie. Et au fond, l'Académie a échappé. À cette heure-là, elle aurait pu disparaître complètement. Oui. Dans l'atmosphère 1944, ça aurait pu être la fin. Elle a su se tenir. Elle a su se tenir. Ça, c'est l'histoire de l'Académie, c'est-à-dire traverser les tempêtes d'une façon courageuse et rebondir. Alors nous avons traversé, on a entendu grincer les parquets admirablement cirés de cette grande salle des séances de l'Institut. Nous allons arriver dans la petite salle de séance qui est celle de l'Académie française où nous attend Florence Delay. Je disais qu'il y avait des académiciens de toutes sortes. Il y a aussi, il faut le dire, des académiciens de père en fille, Florence Delay. C'est votre cas, votre père était évidemment un des très brillants membres de l'Académie française. Oui, d'ailleurs, quand je viens le jeudi, Jean Delay, je revois la silhouette de mon père dans son manteau bleu marine, son cartable à la main, passer, traverser la cour. Et l'Académie a été pour mon père qui avait deux vocations, un grand médecin, psychiatre et écrivain, a été vraiment la réconciliation de ces deux visages. Alors le voilà médecin... cette petite salle. Il y a devant chaque chaise un sous-main, un Marocain qui a été gravé au nom de chaque académicien. Je vois Monsieur François Jacob, Monsieur Éric Orsena, Monsieur Jean-Marie Roire, etc., Monsieur Jean-Luc Marion. Chacun a donc sa place et on assiste ici à toutes les séances de l'Académie. Comment est-ce que ça se passe ? C'est le jeudi après-midi qu'en principe l'Académie se réunit au complet. Elle est très rarement au complet. Mais la commission du dictionnaire proprement dite, c'est le jeudi matin. Et vous travaillez à l'actualisation de ce célèbre dictionnaire de l'Académie française. On est à quelle édition à peu près maintenant ? On est en train de préparer la 9e. La 9e édition. Donc, déjà 3 tomes ont paru. C'est-à-dire on est à quelle lettre à peu près en ce moment ? On est à R. Le dernier jeudi, nous sommes passés d'un mot pontifical à un mot à Bob Marley et ensuite au mot régime. C'est-à-dire on est passé... Et alors, évidemment, vous que vient faire Bob Marley, si je à cause de reggae ? Oui, parce qu'on était à R, Regeste, qui est un répertoire chronologique des pontifes, etc., vieux mots complètement oubliés, etc. Et hop, après, reggae. Et les rastas qui entrent. Et juste après les rastas, régicide. Ah. Alors, il y a comme ça des proximités de mots qui suscitent l'excitation. L'excitation et la diversité et toutes les directions que vont prendre les conversations. Et alors, évidemment, l'ordre alphabétique, c'est idiot. Georges Perec l'a bien démontré. Il faut bien trouver un ordre aux mots. Il nous entraîne à beaucoup d'aventures, en fait. Et alors, la diversité de la commission du dictionnaire, eh bien, c'est la diversité même des domaines de la langue. On reprend tout. C'est-à-dire, on a la 8e édition en regard, et puis il y a une commission qui a déjà préparé un texte avec des propositions. Et c'est là que nous devons redéfinir le mot, le garder, le rejeter. Et alors, il y a des mots qui disparaissent comme ça, que vous sanctionnez, si je puis dire, en disant il n'a vraiment plus d'usage, il ne sert plus. Alors la tendance, c'est plutôt de les garder, ces jolis mots vieux. Et puis alors, évidemment, toujours, il y a quelqu'un pour dire « Oh, mais c'est dans La Fontaine. Oh, mais c'est... » Alors donc, on le garde. Mais ce qui a changé, par exemple, dans la définition, c'est en particulier les termes médicaux. Figurez-vous qu'on en était au mot « œil » quand le professeur Pouliquin a fait son entrée dans la commission du dictionnaire. Ça donnait un peu la chair de poule. Oui. Le plus grand spécialiste de l'œil,
le grand ophtalmologue, arriver au mot œil. C'est comme s'il l'avait préparé, enfin je ne sais pas. Ça paraît préparé d'ailleurs, oui, c'est assez Ça paraît surpris. assez préparé. C'est Marcel Pagnol qui racontait cette anecdote à propos d'une séance de la commission dictionnaire en juin 1925. On en était à la lettre M. Le maréchal Joffre faisait partie de cette fournée des maréchaux dont parlait à l'instant Hélène Carrère d'Encausse. Il avait tendance à s'assoupir un peu, le maréchal Joffre, évidemment. On lui dit, monsieur le maréchal, mitrailleuse. Hein, quoi? Mitrailleuse. Ah oui, mitrailleuse. C'est un fusil qui fait ta, aurait-il répondu. Vous avez des définitions fantaisistes qu'il faut reprendre de temps en temps? Non, je crois qu'on les évite. Mais tous les mots, c'est très curieux parce que c'est une commission qui donne envie d'étudier, de lire ce dont on parle. Par exemple, vous voyez, le mot qualité. Bon, alors là, le philosophe Jean-Luc Marion dit, selon Aristote, une des 10 catégories de l'identification d'un être. D'accord. Un être, vous vous définissez par des qualités. Mais quelles sont les 9 autres catégories? Donc, on a envie d'entrer dans le détail et d'aller plus loin. Et d'enrichir peut-être d'ailleurs le mot. Quelquefois, la conversation arrive et le dictionnaire s'arrête et on apprend quelque chose. Nous essayons de parler le plus précisément et élégamment possible. Nous ne sommes pas du tout contre toutes les inventions du langage. Nous sommes contre la langue quand elle est laide. Donc, nous avons quand elle s'appauvrit, quand elle s'aplatit. Oui, et qu'il y a si peu de mots, alors qu'on est richissime en mots. Sur Canal+ Académie, sur la toile maintenant, il y a une émission qui a un grand succès. Canal Académie, c'est votre radio, votre web radio, voilà, l'Institut. Un dossier qui est comme dire, ne pas dire, où on essaye gaiement de lutter un peu contre des idioties de la langue. Elle a un succès fou. Et on a un énorme courrier qui nous encourage, de temps en temps qui nous gronde. Pourquoi sauver des vieux mots, bancaux, etc. Mais le plus souvent, les gens sont très contents et apportent pléthore d'exemples. Et je vois le temps qui malheureusement avance. Nous aurions encore tellement à dire sur cette académie. Nous sommes très heureux d'avoir pu être des vôtres pendant comme ça 1 heure, Madame le secrétaire perpétuel. Merci de nous avoir reçus dans ces lieux magnifiques où souffle l'esprit. Oui, et je voudrais vous dire que l'esprit, vous lui avez donné un coup de main aujourd'hui. Je crois qu'il est très important pour nous tous que vous y ayez porté intérêt, que vous expliquiez à vos auditeurs, car cette académie, elle ne travaille pas simplement pour la gloire des petits hommes en vert, ça fait partie d'un certain folklore. Elle travaille exactement pour la même cause qui l'a mobilisée au départ, c'est-à-dire pour donner une unité à tous les gens qui vivent dans ce pays. C'est pas la nation, ce sont les habitants de ce pays qui de plus en plus se disloquent parce que, pour des raisons diverses, parce qu'ils ont des vies différentes, des origines différentes. Et qu'est-ce qui fait leur unité? C'est la langue française. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'Académie retrouve la vocation qu'elle avait il y a presque 4 siècles. Les circonstances ont changé, mais entre la mondialisation, les migrations, les courants migratoires, les déplacements des individus, aucun pays n'est plus sûr de sa population. Or, il faut une unité, il faut que les hommes se comprennent. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais comment est-ce qu'on se comprend sinon? Et comment est-ce qu'on vit en paix sinon en parlant, en usant des mêmes mots? C'est un message que vous savez très bien faire passer. Merci beaucoup de votre accueil. Et nous repartons pour les studios de la rue François 1er avec la bénédiction du cardinal qui préside au débat de l'Académie française. Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. 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 Éditions Flammarion.